Économie. Parlons d'économie. Ou plutôt, faisons de l'économie. L'État se nourrit de nos taxes. Imaginons une population au Canada de 33 millions d'habitants. Le taux d'imposition est de 10 à 15%. Mais pour faciliter l'exemple, disons que chaque contribuable donne $1 par jour à l'État. Vu que nous sommes 33 millions, cela fait environ 30 millions multipliés par 365 jours de l'année, qui donne un résultat de 10,950 milliards de dollars par année à l'État. Mais ceci ne représente que le minimal, car nous donnons bien plus que $1 à l'État par jour. En effet, le PIB de l'État canadien est de 3 trillions. Si j'en impose 15% à ces 3 trillions, il m'en reste 450 milliards pour la gestion de l'État. Si vous posez la question à Google, de combien est le budget de l'État canadien? Elle vous répond que le budget total des dépenses de l'État canadien est de 433 milliards de dollars pour l'exercice 2023 à 2024. D'où l'idée d'avoir des frontières ouvertes à l'immigration pour maintenir l'équilibre budgétaire. Chaque migrant est un potentiel travailleur et un potentiel contribuable. Fermer les frontières implique une réduction de la population et donc une réduction du budget. Il y a des dirigeants prêts à cela. Au Canada, nous avons une politique d'immigration choisie. C'est toujours mieux qu'une immigration imposée par les quotas internationaux. Si nous voulons nous maintenir budgétairement, nous devons conserver une stabilité de la population. Donc un équilibre via les migrations. Mon exemple de contribution stipule que plus un pays a une population nombreuse, plus ce nombre est rentable à l'économie. Mais ça ne marche pas toujours comme ça. Ce n'est par exemple pas le cas pour l'Inde, où le revenu moyen est de moins $1 par personne. Les Indiens avec un salaire mensuel de $1 ne peuvent donc pas contribuer autant que nous au Canada, en Amérique et en Europe. Plus le revenu du marché est bas, plus la cotisation, c'est-à-dire les taxes, sont équivoques. C'est la même chose en Chine. Bien que les Chinois soient plus nombreux, le yuan chinois équivaut à 19 centimes canadiens. Donc c'est une escroquerie monétaire, car nous n'utilisons pas la même monnaie. Voilà pourquoi le Venezuela et ses bolivars ont fait faillite récemment. Nous baissons nos richesses sur ce que nous sommes capables de revendre. Si personne n'achète ce que nous vendons, nous faisons faillite. Voilà pourquoi la politique de l'America First est prohibée. Le business international gonfle les chiffres des revenus, surtout pour un pays qui est majoritairement exportateur. Si l'Amérique décide de ne plus acheter des berlines allemandes, sous prétexte qu'elle est elle-même fabricatrice d'automobiles, cela effondrera le business automobile allemand. Non pas que le business n'est pas rentable, mais les chiffres à l'interne sont gonflés par les chiffres d'exportation. Les États-Unis d'Europe sont une copie calquée sur les États-Unis d'Amérique. En Amérique, ça marche bien car les États ne sont pas réellement indépendants du gouvernement en place. En Europe, ça marche moins bien justement parce que les États européens sont des vrais États avec leur culture propre, leur langue propre et leur capital indépendantiste. Il y a malgré cela des pays qui ont fait faillite. C'est le cas de la Grèce en 2008 et de l'Italie plus récemment en 2023. Bien sûr, ces États en faillite sont soutenus par l'Union européenne, via les créances des 27. Cela peut endetter les 27 pays de l'Union européenne ou être un facteur de croissance économique à long terme, via le remboursement et les investissements fructueux. Le Japon aussi est un cas à part. Bien que sa dette publique soit supérieure à ses revenus, le Japon continue de commercer comme si de rien n'était. Bien sûr qu'ils ont le backup des Américains qui les soutiennent financièrement, géopolitiquement et militairement. Mais cela peut provoquer à juste titre la rébellion d'autres nations.
notamment russe par ce qui est perçu aujourd'hui. Les injustices, les choix et préférences des Occidentaux envers leurs partenaires, et au mépris d'autres pays qui n'ont pas droit au même soutien, causent les perturbations et les conflits mondiaux. Si c'est juste pour l'Europe et ses alliés d'effacer et de blanchir une dette, dans la mentalité de Poutine, il est aussi juste de récupérer des terres qui étaient autrefois les leurs. L'Europe vit sur l'export. Il suffit que plus personne n'achète européen et voilà les chutes de marché. Cela vaut pour tout pays qui marchande à la bourse. Il est fort probable que le monde bascule au nationalisme Trump, si ces autres pays voient en Trump un référendum, une solution aux résolutions des problèmes politiques et économiques actuels. Le Trumpisme, c'est justement ça, prioriser l'État via les politiques nationalistes. America First. Et vu que beaucoup de pays sont dépendants de l'Amérique, notamment vis-à-vis de sa monnaie, ces pays pourraient s'effondrer. À moins d'également adopter une politique de My Nation First.